Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, on est en direct jusqu'à 13h30 sur Sud Radio. On a eu un hiver très sec, on a un été très chaud, effectivement. Les épisodes de canicule qui se suivent, qui s'empilent, si j'ose dire, et un épisode de sécheresse spectaculaire et historique qui a des conséquences très importantes sur ce qui fait les deux mamelles de la France, c'est-à-dire l'agriculture française. Bonjour à vous, Christiane Lambert. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio, présidente de la FNSEA, première organisation syndicale agricole française. Vous l'avez dit, et pourtant vous avez l'habitude, et de mémoire d'agriculteurs, vous en avez vu d'autres, mais pourtant là, on n'a jamais vu ça, ou presque. Un épisode de sécheresse d'une telle ampleur. Jamais, les météorologues le disent, c'est tout à fait historique puisqu'on cumule 3 événements négatifs. Un hiver extrêmement sec, les nappes phréatiques ne se sont pas rechargées. Un printemps très chaud, rappelez-vous des températures à 25-27 degrés dès le mois de mars, pas de pluie. Et aujourd'hui, depuis juin, des épisodes caniculaires, nous sommes au 4e, et des jours sans pluie. Juillet est le mois le moins arrosé depuis que les données météo sont enregistrées. Donc oui, c'est historique. C'est historique, ça entraîne d'ailleurs des restrictions. On va y revenir dans un instant. Qui doit être prioritaire pour l'accès à l'eau lorsqu'on restreint cet accès pour tout le monde, Christiane Lambert. Mais avant ça, faisons un état des lieux des différentes spécialités agricoles françaises. Vous-même, personnellement, vous êtes éleveuse. L'élevage est touché, mais quelle est la profession qui souffre le plus de cette sécheresse? Ce sont des céréaliers? Les céréaliers qui ont récolté les céréales à paille, le blé, l'orge, etc. ont pour l'instant pas de soucis. Ils ont des soucis pour semer les cultures intermédiaires que nous devons semer avant le 20 août. Inutile de dire qu'on va demander une dérogation parce que mettre des graines en terre aujourd'hui, c'est sûr qu'elles ne lèveront pas. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les prairies et le maïs. Donc ceux qui ont ces cultures-là, dans notre exploitation, nous avons 50 hectares de maïs. 20 n'ont pas de grains du tout, donc ils n'ont pas de valeur pour nos porcs. Et sur les 30 hectares restants, ça sera un rendement divisé par 2, voire plus. Les prairies sont extrêmement jaunies, marron. Je pense même que certaines vont être mortes et à ressemer. Les raisins grillent sur le côté. Et les horticulteurs ont très peur de mesures de restriction parce qu'une fleur ou un légume pas arrosé pendant une seule journée, c'est la mort assurée. Donc beaucoup de secteurs en souffrance. Oui, les maraîchers, les producteurs notamment de salade. Il y a des phénomènes assez incroyables, comme par exemple en Hérault, on était en direct dans l'Hérault sur Sud Radio. La nappe phréatique ne s'est pas remplie d'eau douce, mais elle se remplit d'eau de mer lorsqu'on est proche de la Méditerranée. Ça fait que de l'eau salée empêche en plus d'y planter des salades. Qu'est-ce que ça donne pour l'élevage en plus ? Alors pour l'élevage, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a plus de fourrage du tout depuis 3 semaines. Donc on n'a plus de quoi nourrir, je traduis pour tous ceux qui nous écoutent. C'est ça, les animaux ne peuvent plus pâturer dans les prés puisqu'il y a des prairies qui n'ont pas d'herbe du tout. Les éleveurs doivent commencer à utiliser leur stock fait pour l'hiver, du foin, de l'ensilage qu'ils avaient de reste de l'année dernière. Mais nourrir ces animaux dès aujourd'hui, ça veut dire qu'il va manquer de fourrage. Racheter du fourrage, ça va être compliqué. D'abord parce qu'en termes de logistique, où sera-t-il disponible? C'est un grand point d'interrogation. Et deuxièmement, combien va-t-il coûter? Très cher certainement. Et il faudra le remplacer par des aliments achetés qui eux aussi ont flambé à cause de la guerre en Ukraine. On a plus de 30% d'augmentation sur le coût de l'alimentation pour la majorité des animaux. Donc les agriculteurs sont pris en tenaille, vous l'avez entendu d'ailleurs, on fera un point sur la situation militaire en Ukraine d'ici une demi-heure sur Sud Radio, situation qui n'est pas près d'ailleurs manifestement de s'apaiser malheureusement aussi pour nos agriculteurs. Christiane Lambert, quand des restrictions d'eau sont imposées sur un département en fonction de l'état de la sécheresse, comment ça se passe? Qui décide? Est-ce que c'est le préfet qui décide tout seul ou est-ce qu'il y a une concertation? Alors c'est le préfet qui décide, après avoir réuni une cellule sécheresse spéciale à laquelle assistent à la fois les acteurs économiques, les collectivités et les associations de protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que l'eau, ça se partage. La priorité numéro 1, c'est l'eau potable. Et donc ce sont les collectivités qui sont là pour garantir l'approvisionnement en eau potable de nous tous. Ensuite, c'est l'eau économique. L'eau pour les industries, l'eau pour refroidir les centrales nucléaires, l'eau pour l'agriculture. Et puis, il y a aussi les protecteurs de l'environnement qui veillent à ce que la biodiversité ne soit pas mise à mal. C'est la protection des milieux. Et c'est sur la base de cet équilibre difficile que le préfet prend des décisions avec 4 niveaux. Niveau d'alerte, niveau de vigilance, niveau de crise et niveau de crise renforcée, où là, il y a des restrictions, des interdictions fortes. Hier, chez différents de nos confrères, Christiane Lambert, vous avez semblé dire que les agriculteurs étaient parfois délaissés lors de ces partages des restrictions d'eau et qu'il fallait que les agriculteurs soient davantage prioritaires. Pourquoi ?
C'est surtout dans un certain nombre de communications des médias, peut-être pas vous, mais d'autres, que l'on voit beaucoup d'incriminations en direction de l'eau utilisée par les agriculteurs. C'est quand même oublier vite que c'est l'eau pour faire l'alimentation. Quand vous cultivez des tomates ou des salades, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un gros pourcentage d'eau. Quand vous faites pousser des cultures, du maïs, des légumes, des fruits, etc., qui sont irrigués, c'est pour l'alimentation. Donc c'est pas de l'eau perdue, c'est pas de l'eau gaspillée, c'est de l'eau utile pour l'alimentation. Et l'agriculture, qui est un secteur extrêmement important, on le voit aujourd'hui, vous ouvrez souvent vos reportages sur le blé qui part enfin d'Ukraine. L'alimentation, c'est capital. On mange 3 fois par jour. Et donc, nous voulons, nous, une vraie considération pour l'agriculture. Après, je comprends la défense des intérêts économiques. Les industries ont besoin d'eau également, refroidir les centrales nucléaires aussi. Il y a la question du tourisme qui est fréquemment évoquée aussi. Quand il y a beaucoup plus de tourisme sur les côtes, il y a plus de consommation d'eau. C'est aussi une difficulté à gérer pour les collectivités avec moins de population l'hiver et beaucoup de population l'été. Et puis, il y a aussi des gens qui disent n'importe quoi. J'ai entendu hier la responsable des piscines professionnelles dire qu'une piscine, 15 mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent de la production d'1 kilo de viande de bœuf, ce qui est complètement scandaleux et faux, et surtout très faux. Elle compte l'eau de pluie. L'eau de pluie qui tombe sur une prairie, qu'il y ait une vache ou pas, elle continuera à tomber. Et donc, ces comparaisons pour tirer la couverture à soi, c'est très malvenu en ce moment. Justement, on va s'y arrêter. Vous faites référence notamment à une illustration publiée, une infographie plus précisément publiée par le journal Le Parisien aujourd'hui en France cette semaine, qui a fait bondir un certain nombre d'agriculteurs, qu'ils soient éleveurs d'ailleurs ou pas, et qui expliquait que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il fallait 15 000 litres d'eau. Ça paraissait énorme. Ce chiffre a fait bondir. Pourquoi les agriculteurs expliquent qu'il est faux ? Alors il est faux, il a été démenti par les scientifiques. Je cite Jean-Louis Perrault, qui est scientifique, expert à l'Institut technique de l'élevage. L'INRAE, l'Institut national, l'Institut public, a publié sur ce sujet. La Commission européenne l'a reconnu aussi. C'est un chiffre qui se promène depuis des ans et qui est faux. Oui. Pourquoi ? Comment est-il calculé ? C'est la quantité d'eau totale qui tombe du ciel, oui. Donc l'eau pour tous, qui est divisée par le nombre d'hectares de prairies, divisé par le nombre de vaches. Mais qu'il y ait des vaches ou pas, la pluie continuera à tomber. Donc affecter cette eau de pluie à la production d'1 kilo de viande, c'est totalement erroné. D'ailleurs, s'il n'y avait plus de vaches, mais qu'il n'y ait que des arbres, ça serait encore pire. Donc les ONG promènent ce chiffre avec militantisme. Les scientifiques corrigent. Tant mieux, reprenez les éléments des scientifiques, invitez l'INRAE, invitez Jean-Louis Perrault, et vous verrez qu'ils vous expliqueront ces choses-là dans le détail. Et si ça a été publié, ça a de la valeur. Donc plus de scientifiques et moins de militantisme dans l'information, et tout le monde s'en portera mieux. Bon, sachant qu'évidemment, il n'est pas question, en plus de faire mourir de soif, des vaches. Christiane Lambert, question peut-être un petit peu plus personnelle, j'espère qu'elle ne vous fera pas bondir. Est-ce que vous faites du golf ? Non. Vous avez semblé dire que le golf ne devait pas avoir la priorité sur l'agriculture. Est-ce qu'il faut arrêter d'arroser les golfs ? Il ne faut pas qu'il y ait la priorité, il faut qu'il soit traité comme une activité économique qui a ses contingences. Et d'ailleurs, je me suis renseignée de façon très précise, ce qui est arrosé aujourd'hui, ce sont les greens. Absolument. Voilà, ce sont les greens, c'est-à-dire le bout du trajet juste autour du trou du golf, exactement. Voilà, alors le 2% qui est arrosé, pas avec de l'eau potable, contrairement à ce qu'a dit Éric Piolle, pas avec 2 millions de litres, contrairement à ce qu'a dit Éric Piolle. Donc c'est pour sauver cette activité, c'est un peu une irrigation de résilience. Comme nous avons nous en agriculture, des dérogations pour les fleurs, les légumes, les semences, ces cultures qui ne peuvent pas se passer d'eau ne serait-ce qu'une journée. Ils sont présents dans les comités sécheresse réunis par les préfets. Ils sont ni mieux ni moins bien traités. Et c'est juste 2% de leur surface qui bénéficie d'eau et pas d'eau potable. Donc, M. Piolle aurait pu nous induire en erreur, mais moi, je suis quelqu'un qui cherche l'information à la source. Et d'ailleurs, j'ai demandé un rendez-vous. Nous allons travailler ensemble avec les golfs dès la rentrée. Donc, pas de concurrence entre les agriculteurs et les professionnels du golf, qui représentent d'ailleurs eux-mêmes 15 000 emplois. Le message est passé. 400 000 Exactement. Et l'industrie agroalimentaire est le premier secteur employeur de main-d'œuvre en France, plus que l'automobile. Et 400 000 et un certain nombre de millions de bouches à nourrir quand même, Christiane Lambert. Exactement, et la sécurité alimentaire. On mange tous les jours, 3 fois par jour, on espère.
Et donc, il faut penser quand même à cette priorité-là. Merci de nous le rappeler à midi 22 sur Sud Radio, Christiane Lambert. Merci d'être intervenue sur Sud Radio. Merci. Présidente de la FNSEA, courage d'ailleurs aux agriculteurs qui sont souvent nombreux d'ailleurs à prêter main forte aux soldats du feu, comme en ce moment en Gironde ou alors dans les Landes où l'incendie de Landiras a repris, dans le Maine-et-Loire malheureusement aussi. Dans un instant, direction la Gironde et les Landes où en est cet incendie qui a repris hier en fin de journée. 16 maisons brûlées. Merci à vous Christiane Lambert. Restez avec nous sur Sud Radio. 6000 hectares partis en fumée dans cet incendie géant qui a repris alors qu'on le croyait sous contrôle. On fait un point dessus dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.